Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins, comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richomme aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Si vous lui parlez sciences politiques, elle saura. Si vous abordez les relations internationales et l'économie, elle répondra. Savoir persuader de l'attractivité de la France, elle sait faire aussi. Et si vous engagez la conversation en français, en anglais ou en espagnol, elle poursuivra, dans la langue de votre choix, sans hésitation. Si la musique devient le centre d'intérêt de la discussion, elle se sentira tout aussi bien. Elle a étudié et travaillé en France, mais à l'étranger aussi, du Canada à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Espagne. Forcément, tout ça impressionne. À son arc déjà multicorde, il faut ajouter celle de navigatrice. Pendant 2 ans, elle s'est adonnée au large et a fait la Mini Transat en 2021, qu'elle a terminée à la 13e place. Avouez, c'est quelque chose. Et puis elle aime ça. Manger du lyofal à la frontale et prendre des paquets de mer dans la face ou dormir par tranche de 20 minutes. C'est elle qui le dit. Il faut reconnaître que les bateaux, elle en a vu dès l'enfance à La Rochelle et à la maison surtout, avec un papa journaliste et grand architecte naval. Depuis début 2022, elle a signé pour diriger un des plus importants projets de la course au large, le Team SVR Lazartigue, autour de François Gabard et son ultime. Elle est une femme à la tête d'un projet ultime. Elle a connu les affres d'une affaire de cockpit, les joies d'une route du Rhum avec son équipe. Elle en connaîtra d'autres. En attendant la Transat Jacques Vabre, des records autour du globe et l'Arkea Challenge cet hiver avec un tout jeune skipper, le Tom Laperche. Elle parle de son équipe comme une bande d'orfèvres. Elle coordonne tout et tous, assure les liens, assure le lien. Depuis mars, elle est aussi directrice de course au large chez Merconcept. Son champ des possibles s'élargit encore. Elle semble en parfaite osmose avec le monde qui l'entoure, jusqu'à la couleur de ses yeux, tout aussi bleus que les coques du grand bateau de 32 mètres. Cécile Andrieux est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Cécile. Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Ça ressemble à quoi là quand on est à la tête de ce grand projet à quelques jours maintenant d'un départ de Transat Jacques Vabre ? Écoute, tout va bien. C'est un peu l'étau qui se resserre et le tunnel qui se resserre vers le Havre. Donc là, c'est sûr que c'est un petit peu la fourmilière en ce moment chez Merconcept, autant pour l'équipe du trimaran SVR Lazartigue que pour l'IMOCA Massif. Donc ça ressemble pas mal à la fourmilière et tout le monde se prépare pour les convoyages de la semaine prochaine vers le Havre. Mais c'est surtout la saison des grandes courses qui reprend et donc il y a beaucoup d'excitation un peu à tous les étages ici. Je vais commencer par ma question rituelle avant qu'on débute vraiment. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile, tu réponds quoi comme ça à brûle-pourpoint ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire une disserte d'au moins 4 ou 5 heures, mais là, comme ça. Alors, j'ai juste envie de commencer par une petite rectification dans la présentation initiale et qui est aussi peut-être assez révélatrice. C'est que tu as effectivement mentionné que j'avais grandi auprès d'un papa architecte naval, mais je crois aujourd'hui que mon parcours, il est très lié à celui aussi de ma mère, et qui était aussi une coureuse au large, qui a fait 2 fois le Figaro et plusieurs transats. Et elle était dans ta présentation, c'est aussi un peu le cas dans plein d'histoires. En tout cas, elle apparaît pas trop.
et peut-être que c'est assez révélateur aussi de la place des femmes qui prend un peu plus d'importance. Mais donc voilà, c'était juste une petite anecdote qui m'a fait sourire dans la présentation et qui au final fait pas mal écho aussi avec ce podcast peut-être. Ouais, donc c'est important de rectifier. Tu fais bien et tu fais bien de remettre ta maman au centre aussi de cette discussion. Justement, ça commence comment ton histoire, toi, avec la mer et les bateaux? On commence à comprendre un peu vu ce que tu viens de nous dire. Ouais. Non, mais enfin c'est pas j'ai jamais été particulièrement poussée ni par l'un ni par l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la construction d'une identité, évidemment que, en tout cas, dans mon cas, dans notre cas, dans notre famille, les deux, que ce soit le père ou la mère, ont une très grande importance. Et donc, je pense aussi que dans la poursuite de ma carrière, c'était important de le préciser. Et ensuite, j'ai pas de filiation particulière ou de pression particulière, ni de l'un ni de l'autre sur ce sujet-là. Mais c'est sûr qu'en tout cas, les sujets de voile, de course au large, j'ai eu la chance de baigner dedans quand j'étais petite. Alors moi, je suis née à Paris sur des trottoirs tout gris, mais ensuite j'ai grandi, on va dire, la fin de l'enfance et l'adolescence à La Rochelle, dans un contexte qui était un peu plus propice à découvrir les joies de la mer. Mais donc voilà, dans une famille qui effectivement en a fait son métier ou pour l'un, ou en tout cas sa passion pour l'autre. Et moi, c'était pas une passion, c'était un environnement qui paraissait la norme. Donc voilà, moi j'ai fait un petit peu de dériveur, de planche à voile au collège, au lycée, en compétition, mais sans jamais aspirer à devenir moi-même très forte à un très très haut niveau. Mais pour autant, c'est sûr qu'il y a cet environnement global qui fait qu'on sent que c'est quand même un outil assez chouette pour aller vivre des aventures, et que je pense que c'est plutôt comme ça que je m'en suis servi par la suite. Tu gardes quoi de souvenirs de cette période? Tu parlais de ta maman navigatrice, ton papa architecte naval. Tu as des souvenirs d'être allée sur les pontons petite? Oui, j'ai des souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs, surtout de croisières et de moments de tout petit de croisières. C'est sûr que énormément de moments familiaux étaient liés à la mer. Je pense que j'ai dû être marraine de certains bateaux de mon père, donc c'est toujours des moments d'une très grande fierté. On est bien habillés sur le ponton, etc. Mais donc il y a des petits moments comme ça. Mais pour moi, c'est plus ce que je dis, c'est plus des grandes histoires. C'est-à-dire que c'était voilà, les récits héroïques, c'était les courses dans les années 80 pour l'un comme pour l'autre qu'on pouvait avoir à la maison. Donc pour moi, c'était plus ces histoires-là que vraiment des moments sur les pontons. Pour moi, la voile, c'était plus des croisières en famille ou des histoires qui nous faisaient rêver. Alors on l'a dit dans le parcours, tu vas pas effectivement suivre, en tout cas pas tout de suite, aller faire du bateau en compétition, etc. Toi, c'est plus Bordeaux, Sciences Po, le Canada avec l'Institut des hautes études internationales. Tu te destinais à quoi? T'avais quoi en tête, Cécile? Alors moi, j'avais un rêve qui était pas du tout original. Je voulais être ambassadeur ou journaliste ou avocate. Donc on est sur un petit échec aujourd'hui, mais je me souviens que c'était vraiment ça qui me faisait rêver. J'avais envie j'étais trop contente à La Rochelle et j'ai adoré grandir dans cette ville et la liberté qu'elle offrait, les possibilités de naviguer, etc. Mais j'avais qu'une envie, c'était de partir découvrir le monde. Ça, pour moi, c'était super clair. T'en as gardé quoi justement en tout cas ces années d'études là, ces années à aller un peu partout effectivement dans le monde? J'en ai gardé alors des études en soi, je pense une curiosité, une méthode de travail, et aujourd'hui je pense que je peux me dire tous les jours que j'utilise des choses que j'ai faites, que ce soit quand je travaillais sur des questions d'attractivité ou à l'étranger, sur des sujets assez différents, et j'ai pas trop de problème à faire le lien entre ce que je fais aujourd'hui et ça. J'ai gardé une super bande de copains qui vivent un peu partout dans le monde et qui ont des métiers très différents et qui aujourd'hui sont un pilier pour moi aussi. Et puis j'en ai gardé la conviction que dans une vie, il y a plein de vies et que faire des choses différentes pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça fait pas peur, et pour moi, c'est plutôt un moteur. J'ai regardé une ligne dans ton CV, merci LinkedIn, ministère des Affaires étrangères et du Développement international à Wellington. Ouais, alors ça, c'est vraiment le stage hold-up. Donc,
À la fin de Sciences Po, effectivement, il fallait faire un stage de fin d'études. Et puis, j'avais eu la chance d'aller vivre en Nouvelle-Zélande quand j'avais 13 ans, dans le cadre de l'America's Cup à Auckland. Et donc, j'avais extrêmement envie d'y retourner maintenant que j'étais un petit peu plus grande et que j'avais le droit de rentrer dans les bistrots. Et donc, j'avais trouvé ce stage à l'ambassade, donc dans le service culturel de l'ambassade de France en 2011. Donc, On se rapprochait quand même d'un terrain. Vous avez ambassadrice, on était pas mal. Exactement, mais surtout, vu le contexte aujourd'hui de la Coupe du Monde de rugby, tu n'es pas sans ignorer qu'en 2011, la Coupe du Monde de rugby était en Nouvelle-Zélande. Et donc, mon job était de créer des liens entre la communauté française venue pour la Coupe du Monde et la Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai eu la corvée d'aller voir tous les matchs, y compris la finale. C'était vraiment dur. Donc, non, c'était vraiment c'était génial. Je me suis vraiment beaucoup amusée, mais au-delà de la blague sur le rugby, l'idée c'était déjà de se dire il y a des ponts entre universités, entre les différentes écoles, entre plein de compagnies artistiques françaises et aussi francophones et la Nouvelle-Zélande et les îles alentours. Donc non, je me suis beaucoup amusée, et puis au point qu'à la fin j'avais pour projet de rester. Et puis, en te le disant, peut-être que c'était un signe, mais en fait, j'ai un peu annulé le fait de rester pour aller faire du bateau. J'avais eu la chance à ce moment-là, qui est Isabelle Autissier, qui nous propose avec des copains de ramener son bateau de 50 pieds, qui était son bateau d'expédition en Antarctique. Et donc, ça avait l'air quand même encore plus marrant que de continuer à travailler à l'ambassade. C'était comment d'être aux côtés d'Isabelle Autissier ? Alors, Isabelle n'était pas à bord. Elle n'était pas à bord, d'accord. C'était déjà une grande histoire de gens inspirants qui font confiance sans trop connaître, des jeunes. Et donc, elle nous avait laissé son bateau. On est à 4 copains. Donc, elle en connaissait un peu plus, Florent Gaillard, avec qui elle avait navigué. Et donc, on a remonté d'Uruguay jusqu'à La Rochelle. Quelle aventure! C'était extraordinaire. C'était lent. On a mis, tu vas rire, on a mis 54 jours. Dont 46 sans s'arrêter entre Rio et les Açores. Donc c'était un vrai voyage initiatique. À la fin, j'avais envie de repartir dans des conditions différentes, mais c'était génial, et on est encore en lien avec Isabelle, et je la remercierai toujours de nous avoir offert cette possibilité, parce que. Et alors, avant qu'on arrive dans ce milieu vraiment 100% bateau qui te caractérise aujourd'hui, il y a eu ces 7 années chez Business France. Alors, il y a eu un peu de Londres, il y a eu du Paris. Alors, tu l'as évoqué déjà un petit peu. L'idée, c'était de promouvoir le savoir-faire français, l'économie française. C'était ça le but et le défi de ce que tu devais toi faire au quotidien? Ouais, exactement. Donc, en fait, la plupart des pays européens ont ce type de service. L'idée, c'est que aujourd'hui en France, les entreprises étrangères, elles emploient une part assez conséquente de salariés sur le territoire, et c'est de se dire, au final, du coup, il y a une grosse part du PIB français qui dépend des entreprises étrangères, et comment on peut essayer d'en attirer davantage, d'en attirer sur des secteurs qui sont pertinents pour nous, pour qu'une entreprise, qu'elle soit américaine, mexicaine ou allemande, ouvre un centre de recherche, une usine, une nouvelle ligne de production en France, et donc continuer à créer de l'activité en France. Et donc effectivement, le boulot, c'était d'aller convaincre ces entreprises et ces investisseurs étrangers que la France, c'est génial. Donc, j'ai commencé à faire ça à Londres pendant 2 ans. Et puis, alors au début, c'était très dur, parce que je pensais vraiment pas avoir la fibre commerciale. Alors même si l'idée, c'est pas de vendre des chaussettes et de vendre la France, à un moment, il faut quand même prendre son téléphone ou se retrouver dans une réunion avec des gens qui gèrent la stratégie d'entreprise, pour leur expliquer que si, c'est vraiment en France qu'il faut venir. Donc voilà, ça demandait un petit effort, mais je pense que c'était pas facile au début, mais j'en ai retiré des enseignements pour la vie sur cette démarche commerciale, et sur ce type de discussion et de compréhension des enjeux aussi de ces entreprises. Et puis aussi beaucoup sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur la France, parce qu'en fait, une énorme partie du boulot, c'était de convaincre des dirigeants ou leur board que la France doit exister sur la carte de leur choix, parce qu'il y a aussi énormément d'idées reçues sur la France. Et donc c'était à la fois ça, et puis ensuite aussi une partie un peu plus opérationnelle, qui est de dire pour vous, où est-ce que c'est pertinent de venir en France selon votre activité, le bassin d'emploi, etc. Donc j'ai commencé à Londres, et après
à Paris. Et là, à Paris, ça a pris un peu une autre ampleur puisque, disons que j'étais pendant 3-4 ans, vraiment le bras droit de la personne qui dirigeait vraiment ce type de service. Et donc là, c'est pareil, c'était beaucoup de travail, on s'est beaucoup amusé à parcourir un peu la planète pour essayer de prêcher la bonne parole sur la France, globalement. Allez, raconte-nous une anecdote. Alors, le mot coup n'est pas très joli, mais en tout cas, elle est ta plus grande fierté dans ces 7 ans là, une entreprise que tu as réussi à persuader, alors que c'était vraiment pas gagné parce que justement on était vraiment sur les a priori ou voilà quelque chose qui a été marquant pour toi dans ces 7 ans. Je sais pas si j'ai une entreprise en particulier, mais ce qui a été vraiment marquant, je pense, c'est les différents déplacements qu'on a pu faire en Asie et notamment en Chine, où j'avais été vraiment, enfin, tu vois, je connaissais assez peu au final cette région-là et j'avais vraiment été marquée par je dirais pas l'avance, mais en tout cas parce que tout ce qui était déjà mis en place dans de très nombreux secteurs avec des modèles, ceux qu'on peut critiquer, hein, mais en tout cas, j'ai été vraiment absolument marquée par la puissance de feu technologique et le boulot qui était fait dans toutes les villes et les entreprises en Chine qu'on a pu visiter sur des secteurs comme les voitures électriques, les téléphones, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ça, en fait, être au cœur de ça et des discussions de savoir si c'est des entreprises qu'on a intérêt d'attirer en France, pas intérêt d'attirer en France, est-ce qu'on préfère qu'elles viennent pas, qu'elles aillent en Allemagne, ailleurs, ça, pour moi, c'était vraiment absolument passionnant. Dans quelle mesure être une femme, ça a été handicapant, pas handicapant pendant ces 7 ans, parce qu'on est sur des gros postes? Pas du tout handicapant. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Non, non, même vraiment pas du tout handicapant. Moi, on va dire que j'étais le bras droit d'une forte personnalité, donc mais pas du tout handicapant. C'est des milieux où mine de rien, il y a quand même beaucoup de femmes, que ce soit dans les entreprises auxquelles on parle, que dans les institutions françaises. Non, peut-être c'est peut-être bisounours comme vision, mais en tout cas, j'ai jamais trop perçu comme une difficulté, ni dans le fait de pouvoir progresser dans la hiérarchie entre guillemets. C'est sûr qu'il y a certains milieux plutôt sur les parties, plutôt dans le monde financier où il y a pas mal de réunions qui se font où je suis la seule femme. Enfin, ça c'est je peux pas vraiment dire que c'est beaucoup changé aujourd'hui. Donc et puis même si tu es la seule femme, en tout cas, moi, j'ai pas eu, je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai eu la chance de pas le subir, ni de remarques, ni d'avoir l'impression que c'était une entrave à une certaine progression. C'était juste un fait que j'étais souvent en minorité, mais sinon. Et puis ça y est, hein, on va y arriver quand même doucement, mais sûrement. Est-ce que c'est une histoire de l'appel du large qui se fait sentir très très fort là, quand c'est quoi, 2020, tu te mets en tête d'aller faire la mini, de devenir skipper de course au large. Cette bascule, elle se fait comment? Je me permets de te poser la question parce qu'il y a pas très longtemps, on a échangé aussi avec Anne-Claire Lebert qui va faire la mini la même année que toi, et ça a été aussi un déclic en tout cas pour elle, cette mini, de lâcher son poste chez Initiative Cœur pour se lancer pleinement dans cette aventure-là. Toi, l'idée de faire la mini, elle vient comment? Elle mûrit comment? Ça s'est passé comment? Alors c'est sûr que c'est toujours une histoire de planètes qui s'alignent. Et pour qu'elle s'aligne, il y a quelques critères. Le premier, c'est que pendant toutes ces années, moi, j'ai toujours continué à naviguer, soit en IRC, en double ou dans des équipages féminins, en match racing, etc. Donc ce lien-là, il a continué avec la mer. Et puis effectivement, je m'étais posé la question 2 ans plus tôt, et puis au final, le boulot dont on vient de parler était toujours aussi passionnant. Et je me suis dit que c'était pas le bon moment. Et puis, à un moment, les planètes s'alignent. Et je crois qu'il y a un peu cet appel du large de se dire, en tout cas, c'était la fin d'un cycle professionnel où j'avais beaucoup donné. Et puis, je me disais, au fond de moi, c'est quand même, tu sais naviguer. C'est quand même un outil génial pour vivre des choses différentes. Et la mini, ça s'y prête tellement bien. Donc voilà, je suis une personne très indécise.
J'ai beaucoup de mal à faire des choix. Et puis étrangement, il y a certes un choix, c'est pas si compliqué. Et généralement, on se dit qu'on est au bon endroit. Et ça en faisait partie parce que si j'ai réfléchi un mois, mais en fait, une fois que tu achètes ton bateau, après, bah, ça déroule. De toute façon, maintenant, il est là, donc faut y aller. T'avais envie de, T'avais envie de quoi, en fait, en te lançant dans cette aventure, quand on a passé déjà beaucoup d'années brillantes dans des bureaux, à parcourir le monde, quand on décide de ça, quand les planètes s'alignent à ce moment-là, toi, t'avais envie de quoi à ce moment-là? En fait, je pense que j'avais envie. En fait, je crois que c'est un peu dur, mais les gens autour de moi me dire bon bah voilà, dans 20 ans, je pourrais ressembler à cette. En fait, j'avais pas envie. Je me projetais plus. Je me projetais pas vraiment dans un truc de long terme en me disant ça me fait rêver quoi. Donc alors que aller faire du bateau, peut-être il y avait certaines figures dans le monde de la voile qui me faisaient plus rêver et puis je me suis dit au final pourquoi pas moi. Enfin je crois que c'était vraiment ça que j'avais envie, c'était ou c'était plutôt aussi que j'avais pas envie dans 20 ans de me dire en fait ma vie elle ressemble à ça. Donc il y avait un peu de ça et après dans la mini en soi plus concrètement et de façon plus court-termiste, j'avais envie de. En fait, j'avais toujours beaucoup navigué. Il y avait, comme j'ai dit un peu au début, je naviguais un peu en famille. Ensuite, je naviguais beaucoup dans des équipages. T'as l'impression que tu sais naviguer, mais au final, t'es toujours avec quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup navigué en double avec quelqu'un avec qui j'ai énormément confiance. Enfin, que ce soit pas toujours la même personne, mais en tout cas, où tu sais pas vraiment si à la fin, toi, si t'étais toute seule, tu saurais vraiment le faire ou si ouais, donc c'était vraiment ça que j'avais envie d'aller chercher, de se dire si toi t'étais tout seul sur le bateau, est-ce que tu saurais le faire? Est-ce que quand t'es à plusieurs, ça te soulage de déléguer ça, ou est-ce que vraiment en fait tu sais pas le faire? Et voilà, c'était aussi un peu trouver. Allez se prouver un truc quand même. Ouais, il y avait prouver un truc, mais j'étais surtout très excitée d'apprendre. Enfin, en fait, je me disais c'est pas normal. Enfin, ouais, tu dois savoir le. Enfin, toi aussi, tu dois savoir le faire. Donc c'était beaucoup cette envie de formation, de progresser et c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que j'ai adoré dans le solitaire et moi j'adore toujours le solitaire. C'est tu prends tes décisions, les bonnes comme les mauvaises et ça c'est trop génial d'avoir personne d'autre pour t'embêter à ce moment-là. Je vois qu'il y a un sourire assez gigantesque sur ton visage quand on parle de cette mini, de ce moment-là, en tout cas. T'en gardes quoi comme souvenir? C'est quoi les émotions qui remontent quand tu penses à cette traversée, à cette expérience-là? J'en garde ce que je te dis là, le fait d'avoir énormément appris et progressé, techniquement, alors sur le bateau, en mer, mais aussi sur comment prendre soin et optimiser un bateau, ce goût aussi pour la technique quoi. Donc ça c'est je pense que j'avais toujours eu, mais j'avais pas d'environnement professionnel pour vraiment l'exprimer et donc ça pour moi c'était génial cette partie-là, préparation etc. J'ai vraiment météo, j'ai vraiment beaucoup appris, beaucoup aimé. Et puis le plaisir d'être seule en mer, ça c'est vraiment unique. J'ai vraiment ce plaisir-là. Après, le plaisir de la compétition. Moi, j'y allais aussi pour la compétition. Je l'ai peut-être pas assez assumé ou autre, mais en tout cas, ça faisait vraiment partie de mes moteurs et c'est ce qui m'a motivé pendant les 2 années de préparation et ce qui parfois a pu un peu me décevoir sur la mini en elle-même. Mais bon, ça c'est aussi la beauté, la cruauté de la mini où t'as pas toutes les informations météo, etc. pour tout faire comme tu voudrais. Et donc, il y a des aléas et c'est la beauté de cette course et je la respecte 1000 fois. C'est trop génial. Et non, et ça me fait penser aussi à des émotions uniques. Tu vas pour des émotions uniques de toute façon. Donc, dans le bien comme dans le mal. Moi, je sais que la 2e étape, ça avait été un peu dur parce que j'étais globalement pris une option nord et c'est passé au sud. Donc ça, c'est le jeu. Mais quand tu te rends compte que tu t'es planté, c'est pas un super moment quand tu es tout seul sur ton bateau et puis très rapidement, il faut quand même prendre un peu de recul et se dire que faut quand même se remercier de s'être offert cette parenthèse dans une vie et que c'est trop bien d'être là et que ça c'est des outils que tu gardes pour toute la vie de rebondir. Donc voilà.
Tu parlais de figure tout à l'heure de la course au large qui était peut-être plus inspirante. C'est qui tes figures inspirantes, toi, de la course au large? Mmh, Moi, c'est pas très, je sais pas si c'est très original, mais oui, c'est des femmes comme Isabelle Autissier, Catherine Chabot, Hélène MacArthur. Ça, c'est des femmes qui m'ont fait rêver un peu plus jeune. Ouais. Mais il y a pas d'originalité ou pas originalité dans Oui, ces oui, non, non, courses-là. mais tout à fait. Et puis peut-être qu'elles sont pas assez nombreuses pour qu'on soit original, tout simplement. Mais en tout cas, ouais, c'est les noms qui faisaient rêver. Cécile, après cette belle aventure, juste quand même une petite question. À aucun moment tu t'es dit je vais poursuivre, je vais devenir navigatrice professionnelle? Si, si. Je me suis posé la question et Encore un choix à faire. exactement, encore un choix à faire. Non, mais c'est la vie n'est que choix, c'est vraiment pénible. Mais si, ça faisait partie des réflexions et et puis la vie est peut-être bien faite, mais en tout cas c'est à ce moment-là que François et Thomas Normand sont arrivés un peu avant le départ de la Mini pour savoir si ça pouvait m'intéresser de les rejoindre après la Transat. Donc, euh, donc c'est pareil, il a fallu faire un choix, mais c'était plutôt un choix heureux. Et donc j'ai pris le départ en sachant qu'a priori je basculerais vers la Bretagne juste après. T'étais attendue en Bretagne. Allez, si on était une petite souris et qu'on avait été sur les pontons justement au moment de cette rencontre, ils t'ont dit quoi tous les deux? Quand tu dis François, c'est François Gabard, évidemment. Ils t'ont dit quoi avant que tu ne partes? Que t'ont-ils dit pour te persuader de venir? Pourquoi sont-ils venus te voir, toi? Ouais, bah, je sais pas, c'est toujours une question. Non, non, mais ils sont venus me voir. Écoute, ils sont venus me voir un petit peu avant les pontons du départ, et c'était même avant l'été, juste au moment où la signature avec Cresc s'est confirmée, où ils ont voulu trouver une nouvelle organisation pour cette équipe qui allait repartir du bon pied. Et écoute, je pense que ce qui les a intéressés à ce moment-là, c'était un peu la dualité du profil entre ces 10 ans dans un monde plutôt économique ou politique, et puis en même temps se dire que j'arriverais à peu près à parler le langage des marins et des techniciens. Et puis je crois qu'il y a aussi euh, n'importe quel sponsor, mais aussi c'est le cas de François, c'est des personnalités publiques, et au final j'ai aussi beaucoup travaillé avec ce type de personnalité, et donc je pense qu'il y a aussi un peu un esprit de synthèse qui était recherché, de se dire pour gérer au mieux ces différentes personnalités, il faut être à peu près en mesure de prendre un problème, l'ensemble des pour, des contre, et puis arriver à synthétiser le truc pour prendre des décisions, que ce soit avec François ou avec notre sponsor aujourd'hui ou avec d'autres sponsors demain. Donc j'imagine que c'était à peu près ça. Mais moi, j'avoue, quand le téléphone a sonné ce jour-là, je pensais qu'ils allaient me demander si je connaissais des gens euh, pour le poste. Et donc, quand il y a la fin de la discussion, c'était mais du coup, toi, tu serais dispo? J'étais genre ok, je vais réfléchir. Est-ce que tu as eu besoin de réfléchir longtemps? Ouais, j'ai réfléchi un peu longtemps parce qu'à la base, j'avais pas prévu de revenir en Bretagne tout de suite, et que ça a demandé une petite réorganisation de la vie de famille. Donc j'ai pris ce temps-là, et qu'ils ont vraiment respecté, parce que je pense qu'ils savaient aussi en venant me chercher que ça impliquait de démissionner, de changer de ville, etc. Et donc ils m'ont De changer de vie aussi, du coup? de changer de vie aussi, ouais. Et donc ils m'ont laissé un peu de temps pour décider. Je me souviens quand on s'était croisés au départ de la route du Rhum, on avait fait une petite, il y avait un petit thé autour du Magenta Project, et tu avais été une de nos invitées cet après-midi-là. Et on avait parlé du syndrome de l'imposteur, Cécile. Je me souviens très bien de ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a pu t'animer? On sait que ça anime, alors malheureusement, mais en tout cas, ça anime certaines femmes à qui on propose des gros postes et qui se retrouvent avec à la tête de belles choses et d'importants projets. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a pu te traverser l'esprit? Quand tu dis, je pensais qu'ils allaient me demander si je connaissais quelqu'un, c'est-à-dire que ça t'est même pas venu à l'esprit qu'ils pouvaient te proposer à toi. Oui, mais après, dans ce cas-là, c'est aussi parce qu'il faut reconnaître, au final, même si je fais du bateau, je débarquais complètement, quoi.
Donc ça aurait été l'inverse aurait été un peu prétentieux d'imaginer enfin mon téléphone sonne. Donc mais oui, je me souviens bien de cette table ronde et d'ailleurs j'étais un peu j'étais super contente d'y avoir participé et en même temps je me souviens que j'avais trouvé que c'était super tôt après ma prise de poste et que j'avais assez peu de recul ou j'avais le sentiment d'avoir assez peu de valeur ajoutée ou d'idées précises sur le sujet. Le syndrome de l'imposteur, oui, ça m'a traversé. Je pense que ça traverse beaucoup de femmes. Je crois que ça traverse aussi beaucoup d'hommes. Enfin, en fait, peut-être que c'est plus présent chez les femmes, mais je crois que n'importe qui se lance dans un nouveau challenge à un moment ou un autre a ce syndrome-là. Et c'est plutôt sain, parce que sinon, ça ressemble à de la prétention, peut-être. Et ensuite, il faut le gérer. Je pense qu'il faut en avoir conscience que ça dicte certaines de nos décisions. Donc, moi, plutôt que de me dire que ça doit pas exister, j'essaye de me dire, il est là. Donc, essaye de déconstruire chacune de tes réactions ou décisions ou la façon dont tu réagis à des choses, en sachant qu'il y a peut-être ce syndrome-là. Et donc, parfois, les gens te disent pas les choses pour te rabaisser, mais c'est toi-même qui te mets dans cette position-là. Donc, c'est juste savoir qu'il est là pour déconstruire pas mal d'interactions. Moi, ça m'a aidé en tout cas comme ça. Et puis après, il y a le temps fait son affaire. Une fois encore, heureusement que on met plus de 3 mois, 6 mois, 1 an à trouver sa place dans des postes qui sont aussi variés et complexes. Donc voilà, je l'ai toujours, bien sûr, tous les matins, je me dis, ça, je sais pas faire, et ça non plus, mais j'imagine que tout le monde se dit ça. Il y a probablement pas que moi, et c'est de l'expérience. Et ben justement, le matin, quand tu te réveilles et que tu vas travailler, ça ressemble à quoi une journée Alors, journée type, je pense que je peux pas me permettre de dire ça parce que je pense que ça n'existe pas une journée type quand on a ce poste-là. Mais du coup, tu te retrouves à avoir quoi à gérer au quotidien, avoir combien de personnes. Je disais dans l'introduction, tu t'occupes de lier et du liant. C'est un petit peu succinct ça, mais ça ressemble à quoi concrètement? Oui, je sais pas si une journée type, mais peut-être préciser un peu les interlocuteurs qui sont les miens, ça donne une bonne idée. Effectivement, donc l'équipe du trimaran SDR Lazartigue, c'est une vingtaine de personnes chez Merconcept, donc avec une partie bureau d'études, avec l'équipe technique, Baud Captel, une partie plus logistique, admin. Donc ça. C'est à la fois il y a du très court terme et du long terme sur quelles sont les évolutions qu'on va avoir sur le bateau à 6 mois, 1 an, 18 mois, etc. Donc il y a un directeur technique et puis nous on a des discussions sur comment on peut faire évoluer le bateau, quel est le coût, quelle est la priorité. Enfin c'est beaucoup donner des grandes priorités sur ces choix-là en discussion avec l'équipe. Il y a de la gestion humaine. Moi, j'ai la chance d'avoir débarqué dans une équipe qui se connaît très bien, qui a vécu quasiment toutes les aventures de François depuis 2012, qui a eu des succès immenses, y compris sur des trimarans et autour du monde. Et donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que cet esprit unique y perdure et qu'on arrive à y intégrer des nouvelles personnes et que cette mayonnaise, elle continue de monter. Mais globalement, l'équipe, elle existe depuis 10 ans et elle est super solide, donc il faut pas tout changer. Après, il y a une autre partie du boulot qui est auprès de notre partenaire. Donc ça, c'est sur des enjeux pareil, financiers, de projection, de relations avec la classe ultime, de relations avec les autres armateurs, de décision du programme des années à venir qui colle à la fois avec nos enjeux techniques, nos enjeux d'entraînement, mais aussi les enjeux de communication du partenaire, avec les organisateurs de courses. Voilà, globalement pour le trimaran, c'est un peu ça la journée type. Et puis plus largement chez Merconcept, effectivement, tu le disais un petit peu en introduction, on s'est un petit peu réorganisé avec 3 grands départements chez Merconcept, donc un qui est dédié à la construction, un qui est dédié à la mobilité maritime et un qui est dédié à la course au large, dont j'ai pris la tête aujourd'hui. Et ça veut surtout dire qu'on envisage et qu'on ambitionne de pouvoir avoir d'autres projets sportifs chez Merconcept, et c'est plutôt un rôle de
développement, quoi, aujourd'hui. Eh bien, dis donc, elle doit être bien remplie tes journées, hein. On est nombreux, je suis pas toute seule, hein, donc Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, puisque c'est malgré tout le thème de notre podcast, hein, est-ce qu'être une femme à la tête d'un projet comme celui-ci, on fait les choses un peu différemment, crois-tu? Que peut-on faire ou que fait-on peut-être d'un peu différent quand on est une femme? Tu as le droit de me répondre, rien. Mais y a-t-il quelque chose qui se fait? Non, mais en fait, je reconnais que je le conscientise pas vraiment comme ça, et je sais pas trop si jamais on fait des choses différemment, si c'est parce que je suis une femme, je crois pas. Je pense que si on devait faire les choses différemment pour ce projet-là, c'est parce que c'est Mère Concept, parce que cette équipe elle est jeune. Enfin, moi je suis jeune vis-à-vis par rapport à mes homologues, mais notre skipper il est jeune par rapport à ses homologues, et globalement l'équipe elle est jeune. Donc je pense que c'est multifacteur si on fait les choses différemment. Et en tant que femme, je sais pas si c'est en tant que femme, je pense que c'est plus aussi en tant que nouvelle arrivante dans la course au large. Forcément, moi je suis pas arrivée en disant je suis pas arrivée avec énormément d'idées préconçues sur comment ça allait devoir se passer. Peut-être qu'au fur et à mesure des années, je développerai une doctrine, et je me le souhaite, et ça voudra dire que j'aurais pris encore plus d'expérience. Mais en tout cas, la façon dont ça s'est déroulé ces 2 premières années, c'est plus essayer d'être dans un consensus, parce que il y a tellement de connaissances dans cette équipe, et moi je débarque. Donc en fait, la meilleure façon de prendre les bonnes décisions, c'est de poser énormément de questions et de prendre l'avis de beaucoup de personnes. Et ensuite, effectivement, à la fin, il faut trancher, et ça, il faut savoir le faire. Mais voilà, ma méthode, ça a été plus celle-ci. Je pense que c'est plus celle d'une nouvelle arrivante que celle d'une femme, mais à discuter, je sais pas. À quel point mets-tu de l'humain dans ton quotidien et dans ton travail? Moi, j'espère qu'il y en a partout. Enfin, en tout cas, moi, un des moteurs pour changer de vie et venir faire ce métier, c'était de prendre du plaisir et de m'amuser. Donc, j'ai très envie de beaucoup m'amuser dans mon métier, et j'ai très envie que les gens autour de moi ils s'amusent. Je suis pas la seule. Je sais que pour François, ça fait partie aussi des, des grandes lignes directrices qu'il souhaite pour son entreprise, que les gens prennent du plaisir et s'amusent dans leur quotidien. Et ensuite, c'est toujours un arbitrage entre mettre de l'humain et puis faire tourner une équipe de 25 personnes, où parfois il faut quand même prendre des décisions. Donc on essaye toujours de faire en sorte que ça plaise au plus grand nombre. C'est le jeu, mais c'est pas toujours le cas. Et Cécile, quand on est à la tête d'un tel projet, dans une grosse écurie comme Mère Concept, est-ce qu'on se sent investi aussi alors est-ce que je dis mission, je mets des petits guillemets peut-être à mission, mais en tout cas, pour favoriser justement l'émergence des femmes dans ce milieu qu'est la voile? Alors, je sais pas si je me sens investie d'une mission. En tout cas, je sais pas si c'est en tant que femme, mais c'est sûr que moi, mais aussi Mère Concept en règle générale, je pense que ça nous tient à cœur que ce monde de la course au large, il ressemble un petit peu plus à la société en général. Et effectivement, parmi la mission qu'on s'est donnée, en tout cas les axes qui guident notre action sur la partie de ce département course au large, il y a évidemment de favoriser l'accès des femmes à la haute performance en course au large, et tout particulièrement sur en multicoque, puisque c'est aussi vraiment l'expertise aujourd'hui de Mère Concept. Je pense que c'est sur ces sujets-là qu'on a un vrai rôle à jouer, qu'on peut aider à faire bouger les choses. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est une partie de la course au large où on observe que c'est encore très 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 peu féminisé. Ça l'a été avec des grandes icônes comme ont pu l'être Hélène MacArthur, Florence Artaud, Tracy Edwards, mais qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est assez peu féminisé. Donc oui, ça fait partie des axes aujourd'hui auxquels on réfléchit, de savoir quel est notre rôle, quelle forme doit prendre un projet qui favoriserait cet accès-là, et comment on peut se donner toutes les chances que dans 4 ans, dans 8 ans, il y ait une femme à la barre d'un ultime qui prendra le départ de l'Arkea Ultimate Challenge. Je pense que ça se fait pas en claquant des doigts,
et c'est des compétences et des parcours à construire, à accompagner. Et si on ne veut pas se réveiller dans 4 ans ou dans 8 ans en disant c'est dommage, il n'y a personne cette année encore au départ à Brest, ça commence maintenant. Agissons. Exactement. Et vous agissez. Cécile, raconte-nous, comment est-ce que tu as vécu la dernière route du Rhum? Tu étais arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. T'avais quoi? T'avais le téléphone du team manager dans la poche tout le temps prêt à décrocher pendant la course. Comment tu as vécu cette course-là, cette route du Rhum? Ouais, c'était un peu un rite initiatique parce que c'était à la fois notre première course. En plus, comme on avait malheureusement pas pu courir avant dans l'année, c'était vraiment ma première course en tant que team manager. Donc, moi, j'ai mis beaucoup d'engagement et je pense que c'était très bien. Enfin, c'était le bon niveau, il y a pas de regret sur ça. Mais non, effectivement, tu as le téléphone dans la poche, tu as le lien avec le bateau, le lien avec le sponsor. Bien sûr, il y a l'équipe technique qui est là pour s'il y a des soucis à bord, mais tu sais que s'il y a un très gros souci, ça reste quand même toi qui fais le lien avec les secours, avec François, avec le sponsor. Donc, je pense que c'est vraiment là où ça cristallise un peu toutes les responsabilités qui sont sur tes épaules, parce que c'est quand le bateau est en mer, tout seul. C'était quoi le plaisir sur cette course-là? Toute l'organisation. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y avait aussi une grande part de nouveauté. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur l'organisation, sur le suivi de la course, et puis déjà un truc très simple, c'était de voir François s'éclater en mer. Après l'année compliquée qu'on avait eue, il était tellement content d'être sur son bateau au large, et ça c'était un grand plaisir pour toute l'équipe de se dire ok, en fait c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi, c'est que je suis arrivée en me disant c'est génial d'essayer de concilier boulot, passion, etc. Et puis au final, c'était quand même les 10 premiers mois étaient un peu rudes. Et puis en fait, revient la période des courses, et en fait, je vais pas dire que la mer et la course au large reprennent leurs droits sur tout ce qui avait pu nous embêter avant, mais c'est un peu de ça. Et donc au final, c'est là, ah oui, en fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour ces émotions-là, c'est pour toute l'équipe qui a beaucoup travaillé pour en arriver là, qui va l'accueillir de l'autre côté. Quand on est team manager, on a quoi comme relation avec, alors je vais mettre des guillemets, avec skipper? On a alors, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'autres expériences que celle-ci, donc je vais te parler de la relation que je peux avoir avec François ou avec Tom. Sachant qu'avec François, c'est un petit peu particulier parce que c'est aussi le fondateur de Merconcept, donc on a une sorte de double lien. Mais la particularité de François, je pense que je suis arrivée chez Merconcept et au bout d'une heure, il m'avait donné toute sa confiance et en me garantissant que si j'étais là, c'est parce que je le méritais. Donc, je pense qu'il y a différentes façons de fonctionner. Soit tu pars à 0 et tu gagnes des points, si dans les 6 premiers mois, t'as pas fait trop de bêtises. Et François, c'est tout l'inverse. Tu pars avec un quota de 100%, et puis on verra s'il faut réajuster. Mais en tout cas, il y a le sentiment de dire dès le début, littéralement la première heure, voilà les clés de la baraque, et si t'es là, c'est qu'on te fait confiance. Donc c'est un peu ce qui guide notre relation, je pense. Et avec Tom, puisque va falloir aussi dealer avec 2 skippers différents. Tom prendra le bateau en main pour le tour du monde, là, à partir du 7 janvier prochain à Brest. Ce sont des personnalités un peu différentes. On doit s'adapter aussi aux personnalités de son skipper. Oui, il faut s'adapter. Après là, j'avoue qu'on a la chance d'avoir quand même des personnalités qui sont assez similaires. François a décidé de travailler avec Tom avant que j'arrive, donc ça ils étaient déjà très 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 compatibles, on va dire. Et puis moi, mon rôle, c'est effectivement de s'assurer que cette transition, elle se passe bien entre les deux, mais aussi entre Tom et tout le reste de l'équipe, qui s'était constituée initialement autour de François et des succès de Merconcept des 10 dernières années, mais qui aujourd'hui est absolument enchantée d'avoir une nouvelle perspective avec Tom. Donc moi, ma relation avec Tom, c'est beaucoup que cette transition se passe bien, qu'on continue à développer ensemble le bateau et l'équipe, qu'on imagine des projets par la suite pour Tom et le trimaran S vers l'Antarctique. Donc voilà, non, c'est une relation différente parce que de ce que j'expliquais, c'est que François est aussi le fondateur de Merconcept, mais
Mais avec Tom, non, je reste son interlocuteur quand il est en mer, quand il y a si jamais il y a un problème, et puis surtout pour l'accompagner dans toute la relation aussi avec le partenaire. Donc, Est-ce que la femme indécise que tu dis être, en tout cas, se sent épanouie aujourd'hui? Ils sont loin la première tranche de vie, elle a eu lieu, et là on est dans une autre tranche de vie. Est-ce que tu te sens, à quel point tu te sens épanouie dans cette nouvelle tranche de vie? Ouais, je crois que je me sens épanouie. C'est sûr que je pense qu'il faut rentrer dans le costume. Donc, mais pas ce costume parce que c'est un gros poste, ce costume d'avoir changé de vie, d'habiter près de la mer, enfin, etc. Donc peut-être ça prend un peu de temps, mais en tout cas aujourd'hui, moi je me sens vraiment très épanouie dans cette équipe-là, et j'ai envie on a plein d'idées pour faire plein d'autres choses dans les années à venir avec Merconcept. Donc ça c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est un projet sportif. Le but c'est de gagner la course, mais Merconcept c'est beaucoup plus large avec des enjeux qui restent super différents. Donc moi j'ai l'impression d'être continuellement nourrie par des questions diverses, parfois qui dépassent entre guillemets juste le trimaran SVR des Arctiques, mais et c'est ça aussi qui fait que je pense les gens restent longtemps. Il y a assez peu de turnover chez Merconcept, c'est parce que mine de rien dans ces locaux il y a plein d'idées, de projets qui passent, sur lesquels on peut intervenir, bosser temporairement ou plus longuement, et donc ça nourrit, mais pas que moi, tout le monde ici. Cécile, tes propos et ton parcours sont fort inspirants, ça c'est certain. Tu dirais quoi, toi, aux femmes ou aux jeunes femmes qui nous écoutent, qui peuvent douter ou qui peuvent se demander si elles ont leur place? Là aussi, tu n'as pas 4 heures, malheureusement, pour faire la c'est clair. Je dirais que la première chose, c'est d'avoir... douter, pour moi, c'est pas très grave. Hein. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de doutes, je suis hyper indécise. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est en tout cas de s'en rendre compte, et en tout cas de regarder toutes ces décisions et tous ces choix avec ce prisme-là pour essayer d'aller un peu plus loin, de prendre compte je dirais pas le poids de la société, mais en tout cas de la façon dont la société est faite, souvent c'est pas forcément que les gens veulent pas que tu sois là, c'est aussi une place à prendre. Alors c'est un peu facile de dire ça, et je le mettrai avec 50 guillemets, et les situations sont différentes, mais ouais, je pense que en tout cas aller frapper aux portes, se dire qu'on a sa place, se dire que c'est normal de douter, que c'est pas parce qu'on doute qu'on va pas y arriver, qu'on va pas y arriver, et que c'est insurmontable, que le doute est un atout, ça permet de prendre la vie de plein de gens pour prendre des bonnes décisions, ouais, je pense que ça, et puis ensuite prendre le chemin en marche. Enfin, là, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre milieu. Il faut y aller, et c'est pas terminé, mais que ce soit sur la partie skipper ou dans les équipes techniques, et il y a encore énormément de boulot. Nous, dans l'équipe du trimaran, on est 20% de femmes. C'est 20%, c'est super. Peut-être qu'on est une des équipes les plus mixtes, mais on est encore très très loin de la parité, et aussi très loin de la parité sur la typologie des boulots. Donc pour moi, il y a des axes de développement, ils sont sur ça. Et donc en tant que fille, il faut se dire que tout est accessible, et en tout cas vous pouvez venir taper à la porte de Merconcept, que ce soit pour être ingénieur, gréeur, boatbuilder, logisticienne. Il y a de la place. Merci beaucoup, Cécile. J'ai une dernière question. Si je me trompe pas, le 24 octobre, c'est ton anniversaire. Tu leur as demandé quoi à tes skippers, François et Tom, comme cadeau? Je crois qu'ils ne savent même pas que c'est mon anniversaire. Mais c'est vrai, c'est mon anniversaire le 24 octobre. On sera à une semaine du départ de la Transat Jacques Vabre, hein. Quasi. Gagner la course, c'est pas mal. Bon. Eh bien, François Gavard et Tom Laperche, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour faire plaisir et offrir un très très joli cadeau à votre team manager. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été notre invitée dans Navigante. Merci, à très bientôt. À très bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.